Bonsoir à toutes et à tous, en espérant que tout aille pour le mieux. Je suis Amanti et comme chaque mercredi soir, je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sylvain Alloire est un militaire de 31 ans, habitant à Marseille. Le matin du 23 mars 1998, il est abattu de 2 balles en pleine tête en bas de son immeuble. Les tueurs échappent à la justice depuis maintenant 24 ans. Une chose est sûre pourtant, Sylvain était la cible d'un tueur à gages qui devait le suivre depuis plusieurs jours, mais personne n'avait rien remarqué. Les hypothèses sont multiples, une ex-petite amie revancharde, un divorce difficile, une ex-famille influente. Sylvain avait même pris la peine de rédiger un testament quelques mois avant son décès et de constituer un dossier à charge contre son ex-femme dont l'existence reste spéculative. Qui a fait tuer Sylvain Alloire le matin du 23 mars 1998? Qui est Sylvain? Arlette donne naissance le 21 octobre 1966 à un petit garçon à Marseille. Sylvain a une jeunesse tout à fait ordinaire, faite de moments heureux et d'autres malheureux. Arrivé à l'âge adulte, il décide d'intégrer la marine et effectue son service militaire à Querqueville dans la Manche. Il devient par la suite major de sa promotion à l'école de Mestrance à Brest, dans le Finistère. Il est par la suite basé à Toulon, lui permettant de faire le tour du monde sur 2 porte-avions, le Foch et le Clemenceau. C'est un homme apprécié de tous, jugé droit, honnête et charmant par la gente féminine. Il apprécie les soirées en boîte de nuit ou au restaurant. En 1993, il fera la rencontre de celle qui deviendra son épouse, issue d'une famille notable de la ville, qui dirige plusieurs sociétés. Leur mariage est prononcé le 27 août 1995 et le 27 avril 1996, ils accueillent leur enfant. En août de la même année, ils emménagent tous les 3 dans une grande maison, mais la présence quasi permanente de la belle famille étouffe Sylvain, et il finit par quitter la maison après une grosse dispute à la fin du même mois. Il part s'installer dans un petit studio au second étage de la résidence Michelet-Saint-Jacques au 26 chemin Joseph Héguier, quartier Valmont, dans le 9e arrondissement de Marseille. La résidence est sécurisée car il y a un portail avec un code d'accès. Par contre, entre 7h et 9h du matin, le portail est laissé grand ouvert car il y a beaucoup de passages. Sylvain ne passe pas la semaine dans son petit studio. Il le quitte le lundi matin vers 7h et ne revient que le vendredi soir. En février 1997, Sylvain demande le divorce. Sa future ex-épouse cherche des preuves d'adultère, qu'elle ne trouve pas, et Sylvain dira même qu'elle consulte son répondeur à la recherche de l'existence d'une autre femme. Mais c'est peine perdue, il n'y en a pas. Le 9 septembre, il rédige un testament où il lègue tout à sa mère ou à sa fille, ça va dépendre des sources. Il stipule bien dans celui-ci que seule sa mère devra être mise au courant. En octobre 1997, le divorce est prononcé. Sylvain obtient un droit de visite ou de garde pour sa fille. En mars 1998, Sylvain se prépare à quitter l'armée. Il sera affecté au fort de Sifour jusqu'à sa retraite. Un dossier compromettant. Nous sommes en novembre 1996, donc quelques mois avant qu'il ne demande le divorce. Sylvain raconte à un ami et à d'autres personnes qu'il a fait des recherches sur sa belle famille et qu'il a même constitué un dossier sur eux, révélant divers délits financiers. Il aurait même caché le dossier sur son lieu de travail pour plus de sécurité. Ce dossier n'a malheureusement jamais été retrouvé. Finalement, nous ne sommes même pas sûrs qu'il ait existé. Mais pourquoi en aurait-il parlé si tout était faux? Peut-être simplement pour faire peur, car il se préparait déjà pour un divorce long et difficile. Et si son ex lui cherchait une relation extra-conjugale, lui aussi pourrait sortir ses propres armes au cours de la procédure de divorce. Sinon, cela veut dire qu'il a caché le dossier quelque part où personne n'a encore cherché, ou qu'il l'a confié à une personne de confiance qui n'a finalement rien dit. Le matin du lundi 23 mars 1998, Sylvain se lève vers 6h du matin et se prépare à partir au travail. Tout est chronométré pour que vers 7h, il soit à sa voiture. Il est 7h10, Sylvain se prépare à se rendre au fort de Sifour. Il fait déjà jour,
Le soleil est levé depuis 20 minutes. Il monte dans sa voiture, une Citroën Xantia. Il commence à reculer. Mais 2 hommes qui travaillent dans une entreprise informatique lui préviennent que son pneu arrière gauche est crevé. Ils lui proposent de l'aide, mais Sylvain refuse. Sylvain descend de sa voiture, sort chercher le cric dans le coffre, se baisse pour changer la roue, tout en laissant le moteur tourner. Puis en quelques secondes, tout bascule. Une voiture, une Renault 21 grise, surgit sur le parking de la résidence. Un homme, côté passager, sort du véhicule. Muni d'un 22 long rifle, il s'approche très vite de Sylvain, qui ne l'a pas remarqué, et tire 2 balles dans la nuque de Sylvain, qui s'effondre. Le tueur retourne dans la voiture qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Sylvain ne bouge plus, mais il est encore en vie quand les pompiers arrivent 15 minutes plus tard. Sylvain est dans le coma et meurt dans le véhicule des pompiers. L'autopsie va révéler que la première balle a fait énormément de dégâts dans son cerveau. La seconde, qui n'a pas été retrouvée, est rentrée sous l'oreille gauche et est ressortie sous l'œil. Au vu de tous les indices, Sylvain était la cible de tueurs bien préparés. Une enquête qui n'avance pas. La scène de crime ne sera pas gelée. À 8h30, lorsqu'un journaliste, chroniqueur judiciaire pour le journal La Marseillaise arrive sur les lieux, tout est calme. La voiture n'est déjà plus là. Seules les traces de sang sont les derniers témoins du crime survenu il y a 1h20. En milieu de matinée, tout est propre. Des douilles seront retrouvées. Le tueur n'a même pas pris le temps de les ramasser. On a trouvé 3 témoins, car à 7h10, beaucoup sont réveillés et se préparent à aller au travail. Les témoins donneront une description du tireur. Il portait une casquette orange et bleue. L'homme mesurait 175 cm, a les cheveux foncés et courts, et à la petite trentaine. L'un d'eux donnera le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule, 8709 SN13, mais il s'agit probablement d'une voiture volée, munie d'une fausse plaque d'immatriculation. Les enquêteurs vont aussi découvrir que le portail était ouvert depuis 6h40 ce matin-là. Les tueurs avaient donc préparé leur coup avec méthode. Il semble que Sylvain se sentait menacé depuis plus de 6 mois. Il avait l'impression d'être suivi. Le jeudi 5 mars 1998, une voisine du dessous, Caroline, amie de Sylvain, à qui il a confié un double de ses clés, entend des bruits dans son appartement. Pourtant, elle en est sûre, Sylvain n'est pas censé être chez lui ce soir-là. Pourtant, elle voit des lumières. Elle monte les escaliers et tente de voir ce qui se passe. La porte d'entrée est entrouverte, mais on a pris soin d'éteindre la lumière de l'appartement. À l'intérieur, tout est plongé dans la pénombre. Pourtant, elle va entendre du bruit. À l'entrée, elle rencontre un homme qui va lui demander si elle a un problème. Et elle en est persuadée, il y a une autre personne à l'intérieur qui semble chercher quelque chose. La voisine apeurée ne dit rien. L'homme qui lui fait face est assez imposant. Elle retourne à son appartement et quelques minutes plus tard, une porte claque et des gens courent dans les escaliers. Les cambrioleurs prennent la fuite. Elle prévient Sylvain qui rentre aussi vite que possible, mais une chose est étrange. La porte n'a pas été forcée, donc les voleurs avaient un double de ses clés. Est-ce un proche de Sylvain ou de sa famille? Ou quelqu'un est-il parvenu à faire un double à son insu? Et les voleurs ont été difficiles car rien, selon les dires de Sylvain, n'a été volé. Il pense que c'est son ex-femme qui voulait absolument confirmer un adultère de sa part et ne porte pas plainte. L'enquête n'avance pas, mais il y a un certain nombre de décisions de justice qui ont bloqué le bon déroulement de l'exercice de la justice. Par exemple, certaines personnes devaient être mises en examen par l'avocat de la famille de Sylvain, mais cela n'a pas été fait. Selon ses dires, il y avait de forts soupçons envers 2 ou 3 personnes, mais le manque d'éléments de preuve a empêché cela. Beaucoup d'hypothèses. Les enquêteurs ont fouillé la vie de Sylvain. Il fait état qu'il n'a jamais fait partie d'une organisation mafieuse, qu'il ne participait à aucun trafic, et aussi, il voulait en être sûr, qu'il n'a pas été tué par erreur, car c'était bien sa place de parking, bien qu'il l'a prêtée à sa voisine lorsqu'il était absent. En 1997, il a eu une dispute assez violente avec un autre marin, mais celui-ci a un alibi et il était sur le Clémenceau à ce moment-là. Il y a eu aussi la thèse de l'ex-revancharde, car après son divorce, Sylvain est retourné draguer,
il avait tout à fait le droit, et un soir, il a fait la connaissance d'une jeune femme, Rosita, au Zoom, une boîte de nuit à Toulon. Mais Sylvain lui explique que ce n'est pas une relation sérieuse, ce qui ne va pas plaire à Rosita, qui va lui envoyer une lettre de menace, et comme Sylvain n'a pas encore fait toutes les démarches administratives, c'est sa femme qui reçoit encore son courrier, donc c'est elle qui va recevoir les menaces. Mais il s'avère que Rosita et Sylvain se sont réconciliés. Il y a eu de très forts soupçons sur l'ex-femme ainsi que l'ex-belle-famille de Sylvain, qui sont des personnalités extrêmement influentes dans le sud de la France. A noter que la famille possédait également une arme du même calibre que celle qui a tué Sylvain, mais en France, un 22 long-rifle c'est assez commun, que ce soit en tir de compétition comme à la chasse. On peut facilement avec elle tirer entre 100 et 150 mètres de distance sans trop de problèmes. En tout cas sans que la balle ne perde de sa vélocité. Les munitions sont petites et à une certaine époque, peut-être pas forcément en France, l'arme était en vente libre. En tout cas leur arme sera testée et elle ne correspond pas à l'arme utilisée. Cependant, les enquêteurs vont découvrir bien plus tard que d'autres crimes sont commis avec le même mode opératoire, c'est-à-dire crever les pneus de la victime, attendre qu'elle change sa roue et lui tirer dessus. Par contre, je n'ai pas trouvé d'article qui en fait référence, ou alors j'ai peut-être très mal cherché. Et malheureusement, en 2006, un non-lieu est prononcé et le délai de prescription a été dépassé en 2016. Donc à moins d'avoir un rebondissement ou de nouveaux éléments ou de nouveaux témoignages, l'affaire pour l'instant est close et c'est donc devenu un cold case. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir peut-être pris connaissance d'une affaire criminelle encore jamais résolue à ce jour. Mettez un petit commentaire pour donner un avis sur cette affaire. À qui profite le crime? Qui a pu payer quelqu'un pour tuer Sylvain Alloire? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour me montrer votre soutien. Pour ma part, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour une nouvelle vidéo d'actualité, crime et disparition. Et d'ici là, n'oubliez pas, dans ce cas, il faudra accepter de vivre avec l'idée que nous connaissons la vérité malgré tout. La justice, ce n'est pas seulement le fait que les gens qui commettent des crimes soient punis. Pour nous, c'est aussi le fait de ne jamais renoncer. Énigme Mankel.